Salut, bienvenue sur la chaîne de Survivalist Mesobook. Écoutez, aujourd'hui on va parler de géo-ingénierie, comme l'indique le titre. Et puis j'ai pris quelques notes suite à mes lectures. Cette page rédigée, et donc je vais vous lire mon exposé pour pallier un petit peu au cafouillis de la précédente vidéo. Alors pour faire suite à mes trilogies de vidéos de 2011, comme la série sur la fin du pétrole bon marché, la défense personnelle, or et argent, vaccin contre la crise des subprimes, la détention d'armes à feu, vivre une semaine sans électricité. Donc je vais aujourd'hui vous exposer mes recherches sur le climat et la géo-ingénierie faisant suite à la première publiée en octobre 2013. Et j'apporterai quelques corrections et mises à jour. Je vais exposer des faits, des citations d'auteurs tels que Monsieur Clive Hamilton, avec le livre donc, Les apprentis sorciers du climat, édition Anthropocène, ainsi que le livre de Pascal Bruckner, livre de poche, dont le titre est Le fanatisme de l'apocalypse. Quelques pensées personnelles, puis ce sera à vous de déterminer si la géo-ingénierie est une opportunité industrielle avantageuse pour les citoyens ou au contraire un vaccin climato-merdique. Donc le ton est donné. Avant de commencer, j'aimerais faire un clin d'œil à un homme un peu fou, gueulard, intègre, et droit dans ses bottes, j'ai nommé Claude Allègre. Alors Claude Allègre est un géochimiste, un homme politique français. Ses travaux scientifiques et sa carrière de chercheur ont notamment été récompensés par le prix Crawford en 1986 et la médaille d'or du CNRS en 1994. Il est membre de l'Académie des sciences françaises. Il a été ministre de l'Éducation nationale, de la recherche et de la technologie de 1997 à 2000. Voici une petite vidéo humoristique de ce précurseur qui a eu le mérite de mettre les pieds dans le plat, ce qui lui aura coûté sa carrière, puis sera remplacé par une cohorte d'incompétents successifs. Voilà, je suis donc avec Claude Allègre, spécialiste de la planète. Monsieur Allègre, une marée noire sans précédent menace les côtes américaines. Comment on lutte contre un tel fléau? Il y a des choses assez simples à faire. Moi, je trie mes déchets. Oh, monsieur Allègre, non. Si, Nicolas Hulot l'a dit, ce sont les individus qui polluent, pas les États ni les grosses entreprises pétrolières. C'est nous les méchants. Donc, en cas de marée noire, pensez aux 3 poubelles. Oui, en fait, vous avez une vision très spéciale de l'écologie. Non, c'est pas spécial. J'écoute les grands scientifiques, les sauveurs de la planète. Nicolas Hulot et Yann Arthus Bertrand. Ils le disent. C'est nous les responsables. Alors là, j'ai vu que la Chine avait ouvert 12 centrales à charbon depuis janvier. Donc, pour compenser, j'ai mangé bio toute la semaine dernière. Bon, ne prenez pas comme ça. Et s'ils en ouvrent une autre, la semaine prochaine, je boirai un Actimel, c'est promis. Vous voulez dire que les particuliers ne sont pas les plus gros pollueurs et qu'il vaudrait mieux s'attaquer aux grands groupes de la pétrochimie, par exemple? Non, moi je suis un scientifique, et je trouve que ce que dit Nicolas Hulot tient la route. J'ai vu qu'Areva venait d'entasser des fûts nucléaires à l'air libre en Sibérie. Comme c'est un peu de ma faute, je suis venu en vélo. J'espère que ça suffira. Je pense pas, non. Mais puisque vous êtes un scientifique, il paraît qu'il est très difficile de refermer le puits de pétrole au large de la Louisiane. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, BP, la compagnie qui exploite la plateforme, n'en a rien à faire de l'écologie. Donc, ils n'ont rien prévu en cas de suite. C'est scandaleux. Oui, mais je vous rassure, le président de BP mange 5 fruits et légumes par jour. Donc, l'écosystème devrait trouver son équilibre rapidement. D'après vous, les entreprises devraient faire plus d'efforts, c'est ça? De toute façon, ils ont commencé, BP, ils font déjà le tri des déchets. C'est bien ça, oui. Ils ont une poubelle jaune pour les oiseaux mazoutés, une poubelle verte pour les poissons morts et une poubelle bleue pour les baleines échouées. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Nicolas Hulot. Non mais arrêtez, il n'y est pour rien là, Nicolas Hulot. Et super. Ouais. C'est sûr que c'est plus facile de nous faire culpabiliser pour la mort des derniers gorilles plutôt que d'aller engueuler le patron d'EDF ou Drone Poulain qui finance ces documentaires. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors? Pour compenser la marée noire, on ne laisse aucun appareil électronique en veille. Pour la pollution des grandes usines, utiliser des ampoules basse consommation. Pour les déchets nucléaires jetés au large de Naples par la mafia, faites pipi sous la douche. Merci Claude, on a compris. Comme vous voulez, parce que des conneries de Nicolas Hulot, il y en a d'autres. Oui. J'espère que le message n'est pas passé. Allez, la suite. Cette étude que je vais vous exposer a pour sujet donc la géo-ingénierie, hypothèse du pire ou la peur du meilleur. Le présentateur TV Laurent Cabrol nous dit très scolairement le climat est dû au courant marin chaud El Niño et froid El Niña qui fonctionnent sur le principe d'une pompe à chaleur océanique. Ils vont nous apporter sur les continents des masses d'air chaud, des pressions ou froid anticyclones.
Ces deux masses d'air ne se mélangent pas et glissent l'une sur l'autre, créant ainsi le vent. Ce vent apporte ou repousse des nuages chargés de pluie ou non. En fait, il faut bien faire la distinction entre la météo et le climat. Il n'existe pas de climat global de la Terre, mais une multitude, d'où une augmentation des températures au pôle très différente de celle des tropiques. Il semblerait que la science du climat soit beaucoup plus complexe que la météorologie et qu'il existe plusieurs écoles de pensée. Ces différences de point de vue vont engendrer un doute et induire un courant dissident venu d'Amérique que l'on appelle les climato-sceptiques. Il existe plusieurs types de climato-sceptisme. Certains nieront le réchauffement climatique durant ces 15 dernières années. Ils sont pour certains de bonne foi par leur interprétation des données scientifiques, alors que d'autres défendent des intérêts professionnels. D'autres encore, avec une vision plus large et par le constat des catastrophes naturelles et la fonte des glaces, ne nient pas le réchauffement global de la planète, mais nient par contre son origine anthropique. La pollution due à l'industrialisation et l'urbanisation ne serait responsable que dans une proportion négligeable. La faute reviendrait principalement au cycle du Soleil et à l'inclinaison de la Terre. Le réchauffement serait naturel et quoi que nous fassions dans la prise de mesures écologiques n'aurait pas d'impact. Ce qui soulève la question à qui la faute? Et est-ce justifié de nous punir par la fameuse écotaxe, nouveau nom remplaçant la taxe carbone? Probablement dû à l'influence du méthane, un autre gaz à effet de serre beaucoup plus dangereux lié à la fonte du permafrost. Plus précisément, disons que le méthane reste moins longtemps dans l'atmosphère et il est plus rare que le CO2. Le point de vue de sa dangerosité est différent selon l'échelle du temps que l'on utilise pour réaliser les calculs. Si on stoppe toute émission et que l'on regarde sur une échelle de 100 ans, le CO2 aura disparu de 60%, alors que le méthane aura disparu totalement dès 50 ans. Le PRG, potentiel de réchauffement global du CO2, est donc 25 fois plus grand que le PRG du méthane, selon le dernier rapport du GIEC. Toujours est-il que ces calculs ne prennent pas en compte un facteur essentiel qui est la fonte du permafrost qui a emmagasiné pendant la dernière ère glaciaire une quantité énorme de méthane due à la décomposition du compost des forêts de Sibérie. Là-bas, la Terre est comme un gruyère dont les trous sont remplis de gaz naturel et son pouvoir à effet de serre, pour un même volume de gaz et sur une échelle de 20 ans, est bien 72 fois plus important que le CO2. Après la fonte des glaces de surface survient la fonte de ces terres gelées et l'échappement des poches de méthane restées emprisonnées depuis des milliers d'années. Cela a déjà commencé et on peut observer des avennes, des trous énormes dans la campagne sibérienne. Vous me direz, mais pourquoi le GIEC ne nous parle pas de la dangerosité du méthane? Tout simplement parce que le GIEC n'étudie que le facteur humain sur le réchauffement climatique. L'humain n'étant directement pas responsable du dégagement de méthane, ce n'est donc pas leur problème. De plus, ça les aurait forcés à réfléchir sur comment réduire les pets de vache. Au sujet délicat du permafrost, les futurologues iront même jusqu'à pousser la paranoïa et à prévoir une diffusion de bactéries microbiennes antidiluviennes qui nous forceraient à vivre sous des dômes et sous lesquels l'air serait filtré pour ne pas être contaminé. Alors, futurologie ou science-fiction, comment doit-on l'interpréter? Tout ce que nous savons, c'est qu'inspirer la peur est la meilleure façon de hâter des décisions politiques, mais comme sur les paquets de cigarettes où est inscrit « fumez-tu », cela ne change pas les habitudes, car quand le problème semble trop important, le genre humain a tendance à être fataliste et se fige dans l'immobilisme. Pour comprendre les climato-sceptiques affairistes qui défendent leur intérêt, leur psychologie est simple. Quand un malade se croit condamné, il ne va pas consulter. Quand on lui dit qu'on a trouvé un remède miracle pas cher et non contraignant, alors il change d'avis et prend rendez-vous chez le médecin. Ceci est la thèse de Clive Hamilton. Pour en revenir à notre étude principale et comprendre le point de vue des climato-sceptiques majoritaires, il convient de reprendre les bases d'une autre science, la paléoclimatologie. En 1864, James Croll comprend que l'ellipse de la Terre, qui tourne autour du Soleil, a une incidence sur le climat. 1920, Milankovitch reprend les travaux de Croll et va plus loin. Il va établir des règles qui vont ensuite être connues sous le nom de cycle de Milankovitch, qui inclut plusieurs paramètres qui sont
l'excentricité, l'obliquité et la précession de notre planète. L'excentricité est une mesure de la différence entre l'ellipse de forme ovale et le cercle parfait de la course de la Terre autour du Soleil. L'obliquité, aussi appelée inclinaison, elle correspond à l'angle entre l'axe de rotation de la Terre et un plan perpendiculaire. La précession vient du fait que la Terre n'est pas parfaitement sphérique et que sa masse n'est donc pas équilibrée, ce qui la fait osciller comme une toupie, soumise en plus à l'attraction des autres corps célestes les plus proches. Disons que si vous inclinez votre figure au Soleil, vous avez plus de chances de bronzer que si vous baissez la tête. Le phénomène est le même pour la Terre, et plus elle se rapproche du Soleil, et plus elle se réchauffera. Il y a aussi un autre facteur bien connu et observé en premier par Galilée en 1612, c'est l'influence des taches solaires. Le nombre et la taille des taches solaires sont liés à son activité magnétique. Il a été démontré que moins il y a de taches, moins le Soleil rayonne et plus la température terrestre baisse. Quoi qu'on en dise, son cycle n'est pas vraiment réglé comme une horloge. Il y a une phase d'augmentation et une phase de diminution jusqu'à l'absence totale de taches. Les climatologues ont établi un lien évident entre la baisse d'activité solaire de 1550 à 1700 et la température glaciale de cette époque. D'après le cycle de Chwabi, en 2017, devrait commencer une phase ascendante. L'augmentation de la température devrait commencer à être ressentie en 2020 pour arriver en 2025 à son paroxysme. Imaginons maintenant, comme hypothèse de travail, que le CO2, soi-disant responsable du réchauffement climatique pour les climatologues, augmente d'un tiers d'ici 2025. Alors tous ces phénomènes combinés s'amplifieraient de manière exponentielle. Ces phénomènes seraient par exemple la diminution conséquente du phénomène d'albédo par l'absence de glace en mer Arctique, et la fonte des glaciers pourrait donner donc l'idée assez responsable de trouver des solutions pour tendre vers une émission proche de zéro. Les accords de Kyoto, Genève et compagnie ne savent à rien, faute à l'immobilisme des politiques, et quand cela trouve l'ingénieuse et très recherchée idée de taxer les pollueurs, cela ne passe pas vraiment bien auprès des citoyens habitués au confort de la vie moderne, considérés comme acquis et immuables. Il y a bien eu quelques tentatives par les prêcheurs du courant écologisme, les disciples d'Al Gore, que Sylvain Tesson appelle les néo-forestiers, hippies ou verts, mais ces objecteurs de croissance du nouvel âge de pierre ne sont pas arrivés à rallier l'ensemble de la population à leur cause. 2% aux dernières élections françaises, pourtant un des rares pays à posséder un parti politique pour l'environnement. Ces croyants pratiquent ce que Pascal Bruckner appelle la scato-écologie. Toilettes sèches, biocarburants issus des matières fécales humaines et animales, fumier et compost comme engrais. Bien entendu, il y a aussi des pratiques plus sérieuses comme le chauffage au bois, la nourriture bio, économie d'eau, transport en commun et diminution de la consommation d'électricité. Cependant, la balance n'est pas équilibrée quand les grands industriels d'autres pays déversent des centaines de tonnes de CO2 par jour dans une atmosphère commune. Cela ne sert strictement à rien, comme l'a démontré la marionnette de Claude Allègre en préambule de cet exposé. L'échéance 2025 arrivant très bientôt à son terme et les progrès n'avançant qu'à pas de fourmis, serait-il absurde de penser que d'autres ont déjà anticipé ce problème et réfléchi à un plan B? Ce plan B existe bel et bien et porte un nom, la géo-ingénierie, et il est déjà mis en œuvre depuis plusieurs années en mer et en l'air. C'est exactement la même chose que dans la terraformation, mais à domicile. La terraformation est une technique consistant à polluer Mars pour faire fondre sa glace en ensemençant des algues dévoreuses de CO2 pour rendre son atmosphère respirable. La géo-ingénierie consiste en plusieurs techniques servant à capturer le CO2 par les océans et empêcher le Soleil de réchauffer ces mêmes océans pour que le CO2 capturé ne ressorte pas. Principal investisseur, la fondation Bill et Melinda Gates, plus quelques poissons pilotes, insignifiants collés au flanc du grand Pygmalion, car flairant un bon coup. Après les OGM et le vaccin antipaludique, Bill, notre homme d'affaires au grand cœur, s'investit corps et âme dans la géo-ingénierie aux côtés d'ExxonMobil, Shell et BP. Après les décharges de chaux dans les océans pour réduire l'acidité de l'eau et augmenter le phytoplancton ou glouton de CO2, puis théorisé sur les pièges à CO2 pour centrales à charbon, ils ont déduit que ça coûtait trop cher et ont décidé de créer un bouclier thermique dans l'atmosphère. Alors de quelle manière?
Paul Crutzen, prix Nobel en 1995 pour ses travaux sur l'ozone, a eu l'idée de pulvériser 1 million de tonnes de dioxyde de soufre dans l'atmosphère afin de créer artificiellement un écran opaque, comme celui provoqué naturellement par les éruptions volcaniques, afin de diminuer l'effet d'albédo et renvoyer ainsi une grande quantité de rayons infrarouges vers l'extérieur. Retour à l'envoyeur sans passer par la case prison des océans. Ceci a l'avantage de passer outre les lois intergouvernementales, car il n'est pas ici question d'actes militaires. Existe la théorie du complot des pseudo-filaments dangereux, particules d'échappement qui se coagulent et se sédimentent pour former des filaments blancs, qui sous haute pression finissent par retomber au sol par gravité, ou de nanotechnologie de virus de synthèse, comme dans la théorie de la maladie des morgueulons, faisant pourtant autorité sur la toile. Pour ma part, je suis aujourd'hui convaincu de l'origine animale de ces polymères, appelés fils de la Vierge ou cheveux d'ange retombant chaque année pendant les jours de beau temps en automne, depuis des siècles, même si aucun scientifique n'est parvenu à trouver son origine. Il suffit parfois de questionner tout simplement nos grands-parents ou agriculteurs à la retraite. Le fait de virevolter en tournoyant dans les airs quelques jours suffit à capter les phtalates, pesticides et particules d'hydrocarbures. Maintenant, penchons-nous sur le cas des climato-sceptiques affairistes. Autrefois, les compagnies pétrolières qui niaient l'anthropocène, pollution due à l'activité humaine en perpétuelle croissance suite à l'invention du pétrole ou du train à vapeur, ont compris qu'il fallait réparer les erreurs de leurs pères, faire un geste pour la planète histoire de retrouver une bonne conscience sans que cela diminue leurs profits. Pas de décroissance, et en plus à moindre coût. Voilà comment 13 000 tonnes de dioxyde de soufre, soit 13 fois la dose prescrite par Crutzen, sont lâchées dans l'atmosphère tous les ans. Évidemment, si cette initiative était dévoilée au grand jour, alors cela rendrait obsolètes et insignifiantes les nouvelles solutions des politiques en faveur de l'environnement, comme la réduction des émissions ou les nouvelles taxes. Cet ensemencement de nuages qui se diffusent tels des cirrus est malheureusement efficace. Mais ce qui distingue le remède du poison, c'est le dosage. Souvenez-vous, je vous ai dit que notre toubib de l'ozone avait prescrit 1 tonne, autonomie du soufre 4 ans avant disparition, et BP en pulvériserait 13 par an, soit 13 fois 4, 52 fois la dose. Que se passe-t-il quand on prend 52 médicaments au lieu d'un? Je vous laisse imaginer, sans aller chercher bien loin, il n'est pas inenvisageable de se retrouver avec un ciel gris qui filtrerait tellement la lumière qu'elle viendrait à manquer. Alors, c'est pas en achetant des packs de lait enrichis en vitamine D que nous irons mieux, car cela pourrait engendrer un autre problème inattendu, la forte diminution des denrées alimentaires. En effet, le manque de luminosité engendrerait une diminution des précipitations. Plus d'eau, plus de maïs, plus de vaches. La question que se posent actuellement les scientifiques, c'est est-ce que les plantes peuvent continuer à pousser avec moins de luminosité et moins d'eau? Les études sont actuellement en cours. Si on se mettait à extrapoler maladroitement et chercher une logique infernale en direction de la provenance de l'argent, et que l'on regarde quelles sont les entreprises partenaires, on pourrait partir dans des conjectures malsaines, car certainement fausses. En effet, ce serait donner trop d'honneur à ces personnes de penser qu'elles auraient tout prévu à l'avance. Ils seraient plus promptes à réfléchir à court terme pour un retour sur investissement optimum. Les affairistes opportunistes et politiques sont malheureusement toujours moins malins qu'on ne le pense. Le renoncement à mettre en œuvre une découverte oblige, de par la nature humaine, à stopper sa recherche. Car une fois la solution trouvée, une nouvelle idée sera mise en œuvre pour attester de sa réalité. Au lieu de se battre pour démontrer la dangerosité d'une découverte, il serait plus économique d'en interdire la recherche. Pascal Bruckner. En parlant d'expérimentation officielle et non officieuse, l'opération Spice, en 2011, en Grande-Bretagne, a été un échec. Elle consistait à envoyer du soufre d'un ballon dirigeable et d'un grand tuyau. Décidément, ces Anglais ont un grand sens de l'humour. Cette technique de pulvérisation aérienne a été brevetée et les Américains s'en servaient déjà pendant la guerre du Vietnam en 1967. Il suffit de lâcher des iodures d'argent dans les nuages pour faire pleuvoir ou amplifier discrètement la mousson. Évidemment, les USA, possédant déjà le pouvoir de faire la pluie et le beau temps depuis 46 ans, cela étant n'ont pourtant pas été fichus de gagner cette guerre, ne vont pas le crier sur tous les toits. Du coup, les Chinois font régulièrement ce genre d'opération pour la neige.
Il suffit de lâcher des particules d'iodure d'argent plus en altitude, et pour la grêle, c'est encore plus haut. Plus on monte dans la troposphère, plus la température baisse. Cet effet s'inverse si on va jusqu'à la stratosphère. C'est sûr, cela pourrait être utile s'il suffisait pour une commune de signer un gros chèque début décembre pour passer commande de 20 cm de neige à Noël. On pourrait même se passer du bouclier solaire vu que la neige a un meilleur pouvoir réfléchissant. Imaginez, pour des raisons environnementales, s'il fallait 3 mois de neige en France, la consommation des énergies fossiles pour rester au chaud, les écoulements provoqués par la fonte, tous les gens qui n'iraient pas bosser pour garder les enfants car le bus scolaire ne passerait plus. Gardons-nous bien de ne pas partir en conjecture futurologique. D'ailleurs, la science-fiction est-elle une vision réaliste et leurs auteurs des précurseurs visionnaires, ou bien les chercheurs trouvent-ils leur inspiration dans les œuvres de science-fiction? C'est le dilemme de l'œuf et de la poule. Qui est arrivé en premier? L'imagination d'un potentiel problème ou la solution d'une théorie abstraite? Peut-être un élément de réponse de Pascal Bruckner, page 122. Personne ne peut dire. Mais nous le disons. On tord l'interprétation pour réveiller le public de sa torpeur. Le procédé est d'une malhonnêteté flagrante, mais on l'adopte au nom des meilleures intentions. En ce qui concerne les faits, le GIEC a toujours nié l'existence actuelle de la géo-ingénierie. Dans leur prochain rapport de février 2014, vous verrez qu'ils envisagent cette possibilité. Et puis dernièrement, ils ont écrit un communiqué pour dire qu'il ne faut absolument pas arrêter l'expérience actuelle du bouclier atmosphérique. La gestion atmosphérique du climat est une nécessité, malgré les effets secondaires. Jouzel, t'es un menteur. Bref, les responsables des différents pays constituant le GIEC ne sont pas tous d'accord sur le sujet. Il va certainement y avoir des mises au placard. Les deux grands noms scientifiques pour la géo-ingénierie sont deux Nord-Américains. Il s'agit de David Kett et Ken Caldeira. Ils participent à tous les colloques pour la mise au point technique de l'AGI. Fait divers, 27 janvier 2003, au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, il a été exposé un document préparatoire pour un panel sur les changements climatiques abrupts. En 2012, il y a eu une commission pour établir la stratégie de vente et le financement de la géo-ingénierie à usage privé. Personnellement, si j'étais un pays, j'opterais en toute logique pour un forfait annuel et renégocierais mon contrat d'assurance à la baisse contre les catastrophes naturelles. Selon Clive Hamilton, page 93, des chercheurs russes soutiennent que la pulvérisation d'aérosols de soufre ne doit pas être envisagée avant que la couche d'ozone ne soit réparée. On les accuse pourtant de vouloir mettre la main en premier sur les ressources sous-marines de pétrole en Arctique. Il semblerait que les particules d'aluminium soient d'un meilleur rapport qualité-prix, car même s'il est un peu plus cher que le dioxyde de soufre, son pouvoir réfléchissant est 4 fois supérieur. Retour en guerre froide, si je puis dire, car les Américains n'ont pas l'intention d'écouter les prérogatives de Poutine. L'AIE, Agence internationale de l'énergie, prévoit de tout mettre en œuvre pour réduire immédiatement la température mondiale de 2 degrés. Retour complotiste. La pulvérisation d'aérosols aéroportés porte le nom de chemtrails, traînée persistante à ne pas confondre avec les contrails, traînée de condensation naturelle et brève. Brevet américain déposé le 12-07-1975, numéro d'identification 38-99-144, puis amélioré le 12-12-78 sous le numéro 41-29-252, puis en 82, 83, 87 jusqu'à nos jours. La méthode utilisée aujourd'hui est celle appelée Wahlbash, inventée le 13 août 1991. Il y a aussi des brevets de ionisation de la troposphère avec des antennes micro-ondes de 1 gigawatt, connues sous le nom de HARP, mais je ne vais pas en parler davantage car il y a trop de zones d'ombre sur le but réel de cette installation militaro-scientifique située en Alaska. La question des chemtrails, jusqu'à maintenant, était arrangée pour beaucoup dans la catégorie des complots gouvernementaux, au milieu de tout un fatras de conneries débilitantes chères aux webmasters prépubères dont le cerveau aurait des facultés cognitives défaillantes. Alors il existe un outil pour en avoir le cœur net. Il s'agit du site Flight Radar 24. Donc là, vous pouvez voir en temps réel tous les avions de ligne en train de voler dans les airs. Voilà. Donc il y en a quand même un sacré paquet. Voilà.
Donc quand vous êtes dehors, que vous voyez donc, une traînée persistante, vous regardez l'orientation, donc la direction dans laquelle il se dirige. Il suffit donc de le retrouver, et puis à ce moment-là, par exemple, on clique dessus. Là, donc, on a l'envergure, on a l'altitude. Donc celui-ci, par exemple, il est à 8000 mètres. Il va à 528 km/h. Il s'agit d'un Beech B200 Super King Air. S'il y avait une causalité, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on voit des traînées persistantes, il s'agit toujours soit de la même altitude, ou soit d'un avion avec la même envergure, ou soit lié à la vitesse, on pourrait retrouver donc un schéma qui permettrait de se dire, eh bien c'est un phénomène atmosphérique naturel. Cependant, il n'en est rien, puisque des mêmes avions de même envergure, à la même altitude, volant à la même vitesse, eh bien certains vont avoir des traînées persistantes et d'autres non. Alors pourquoi ? Il y a forcément quelque chose qui n'est pas logique, ce n'est pas naturel, c'est donc artificiel. 26/09/2011, publié sur le site officiel de Météo France, l'augmentation récente d'aérosols dans la haute atmosphère a compensé d'environ un tiers le réchauffement climatique dû au dioxyde de carbone observé ces 10 dernières années, selon les résultats d'une étude américaine mandatée par l'Agence nationale océanique et atmosphérique, la NOAA. Entre nous, avec toutes les normes qui sont mises en vigueur, c'est pas ces 10 dernières années que l'on pollue le plus. Alors le CO2, il vient d'où à votre avis ? Ça, c'était dans ma précédente vidéo qui a pour titre CO2 et réchauffement climatique. Aujourd'hui, il y a des manifestations dans les rues des États les plus touchés, comme l'Europe et les États-Unis. La question sur la dangerosité sanitaire des chemtrails vient d'être posée le 12 novembre 2013 à l'Assemblée nationale par Joël Giraud au ministre de l'écologie, Philippe Martin. Ça fait 3 mois qu'il est en poste, lui. Faisant suite au rapport de l'Union européenne pour l'abandon total de la géo-ingénierie. Alors, au sujet de l'actualité française également, la culpabilité n'a pas réussi à heurter les consciences jusqu'à engendrer un changement. En 2011, l'État français signe un contrat avec Ecomove, société privée italienne, pour la conception, l'installation et la gestion des taxes poids lourds sur tout le territoire. Le critère essentiel qui semble lui avoir permis d'être le meilleur par rapport à son concurrent était de réduire ces délais de mise en œuvre de l'écotaxe de 24 à 21 mois. Donc 3 mois suffit à remporter l'appel d'offres et c'est vous dire combien Jean-Marc Ayrault était pressé. L'urgence n'est pas la meilleure conseillère. Le suppositoire n'ayant pas réussi à percer l'orifice des bonnets rouges, les Français prennent conscience et se réveillent face à cette exemplarité. La synchronicité naturelle de la psychologie sociale faisant le reste, nous verrons bientôt comment vont réagir les politiques face à cet énervement collectif. La méfiance citoyenne prendra effet quand ils prétendront que par la force des choses, il ne reste qu'un seul moyen de ne pas frire au soleil et d'accepter sans attendre la pulvérisation de métaux lourds au-dessus de nos têtes. En ce qui concerne notre part de responsabilité, arrêtons de nous culpabiliser. Si demain le gouvernement nous disait « Je vous échange votre voiture contre une voiture électrique » ou « Je prends à ma charge le changement de votre installation de chauffage et l'isolation de votre maison », alors tout le monde accepterait. Ils ont pourtant décidé d'arrêter les crédits d'impôt. Donc même si nous le voulons, nous n'avons pas, pour la plupart d'entre nous, les moyens financiers d'être écologiquement propres. Pour conclure sur le titre de cette étude, l'hypothèse du pire ou la peur du meilleur, le principe de précaution voudrait que l'on prenne le temps d'étudier et décider ensemble de notre sort, même si un accord global me paraît improbable. Toute tentative de vouloir passer outre serait une faute grave, digne d'une dictature. L'introspection des initiatives scientifiques ne sont pas toutes glorieuses. La fission de l'atome a donné des bombes meurtrières. Le décodage du génome a donné les cultures OGM. Que donnera la géo-ingénierie dans le futur ? Probablement rien de bon. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. À bientôt.